et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du troisième chapitre qui concerne les fossiles et la fossilisation et l'échelle stratigraphique, ou l'importance des fossiles, ainsi l'échelle stratigraphique et le cycle sédimentaire. Alors nous avons déjà parlé des roches sédimentaires, les différentes étapes de la formation des roches sédimentaires. Et nous avons dit que la formation des roches sédimentaires, elle passe par 4 étapes. L'érosion et l'altération, le transport, la sédimentation et la diagenèse, c'est-à-dire la formation. Ces roches sédimentaires, elles se caractérisent par 2 caractéristiques. D'accord? Parce que dans la nature, il y a 3 types de roches. Les roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires. Mais ce qui caractérise les roches sédimentaires des autres roches, c'est que les roches sédimentaires se déposent, se forment de couches, se forment de strates superposées. Ça, c'est la première différence, ou le premier caractère qui caractérise les roches sédimentaires des autres roches. C'est que les roches sédimentaires se déposent, se forment de strates ou se forment de couches superposées et qui peuvent parfois, après, avec le temps, se déformer et subir soit des plis, soit des failles, se déformer avec le temps. Mais au début, ils se déposent sous forme de strates, sous forme de couches superposées. Ça, c'est la première différence. Alors que les roches magmatiques et métamorphiques ne se déposent pas et sont des roches endogènes qui se forment à l'intérieur de la Terre. La deuxième différence, c'est que les roches sédimentaires peuvent contenir à l'intérieur des traces d'êtres vivants qui ont vécu le moment de dépôt des sédiments. D'accord? Lorsque les sédiments se déposent dans les bassins sédimentaires, ils peuvent enterrer avec eux, avec ces sédiments, des êtres vivants qui meurent le moment de dépôt de ces sédiments. Ce qui va entraîner la fossilisation de ces êtres vivants et de garder des traces qu'on appelle des fossiles. Donc c'est ça la deuxième différence. Donc les roches sédimentaires se déposent sous forme de strates et ils peuvent contenir des traces d'êtres vivants qui ont vécu le moment de dépôt des sédiments qu'on appelle des fossiles. D'accord? Ça, ce sont les différences. Alors, nous, on va, dans cette leçon, bien sûr, puisqu'on a parlé des roches sédimentaires, on va parler des fossiles. Et bien sûr, la question qui se pose, comment un fossile a-t-il pu entrer à l'intérieur de la roche? Parce que des fois, on trouve à l'intérieur de la roche un fossile. Comment s'est formé à l'intérieur de la roche? Et on sait, bien sûr, est-ce que la composition d'un fossile est-elle très différente de la composition de l'organisme original? Est-ce qu'on va garder le même organisme ou le fossile est différent de l'organisme original? Et il faut combien de temps pour obtenir un fossile? Ce sont les questions qui se posent, bien sûr, qui viennent à la tête. Alors on va commencer bien sûr par fossiles et fossilisation dans ce chapitre. Et puis on va parler de l'importance géologique des fossiles. Pourquoi on va étudier les fossiles? Parce qu'ils ont une importance dans l'échelle stratigraphique et l'établissement du temps géologique. Et puis on va parler de la notion de cycle sédimentaire. Alors tout d'abord, on va commencer par l'intérêt géologique des fossiles. Là, vous avez quelques exemples de fossiles que peut-être vous les connaissez déjà. Alors la première photo représente un fossile d'ammonite. Donc ammonite, c'est un être vivant aquatique qui vivait, bien sûr, elle a disparu, elle n'existe plus. C'est un être vivant qui a vécu en ère secondaire. Il caractérise l'ère secondaire. C'est un céphalopode. D'accord? C'est un être vivant, il ressemble au calmar, il ressemble aux octopus. C'est un être vivant céphalopode marin. Il vivait dans l'eau. D'accord? Elle date de l'ère secondaire. Nous avons ici, on ne trouve que des traces, que des fossiles de l'ammonite. Bien sûr, ce sont des moules. Alors, un fossile se forme de moule, donc c'est le moulage. Et la deuxième photo, elle représente un autre fossile, mais qui date de l'ère primaire, d'accord? Les derniers trilobites ont disparu sur Terre il y a 250 millions d'années, lors du Permien, d'accord? Parce que ce sont des fossiles qui ne datent
ou qui datent de l'ère primaire. Ce sont des arthropodes aquatiques aussi. Hein, on les a trouvés ici dans la région de l'Atlas. La troisième photo, c'est aussi un fossile des dents de requin. Donc, ce sont des dents qui se sont minéralisées, fossilisées. On les a trouvées dans les couches de phosphate dans la région de Khribga. On trouve des dents de requin qui sont fossilisées. La troisième photo, elle représente un fossile ou un squelette fossilisé d'un tyrannosaure rex. Donc, c'est l'un des dinosaures. On a trouvé ces fossiles enfouis et enterrés dans le sol. D'autres fossiles ici. Là, la première, c'est une plante. C'est l'empreinte d'une plante cryptophile. C'est une plante sans fleurs qu'on appelle la fougère. Donc, c'est une plante sans fleurs. Une fougère. Donc, on a trouvé des empreintes de fougère sur des roches calcaires. La photo suivante, c'est l'empreinte fossile d'un poisson. Donc, on trouve ici juste l'empreinte du poisson sur des roches. Et troisième, nous avons ici un oiseau fossile. Ça, c'est le colibri. On a trouvé des empreintes d'oiseaux fossiles. C'est un oiseau colibri. C'est un oiseau de très petite taille qui se nourrit sur les nectars des fleurs. Et la dernière photo, nous avons un fossile d'un mammouth qu'on a trouvé dans la région de Sibérie. Elle est conservée avec son sang. Hein. Elle est comme intacte. Elle est restée enfouie dans la glace. Et bien sûr, elle s'est conservée dans la glace. Alors, à partir de ces photos, on peut définir le fossile comme étant le reste ou la trace, soit le reste, soit la trace d'un être vivant animal ou végétal qui est conservé dans une roche sédimentaire. Donc, un fossile, c'est le reste, soit seulement le moule, soit seulement la trace de l'être vivant qui est resté conservé dans une roche sédimentaire. D'accord. Et la fossilisation maintenant. Comment un fossile, comment un être vivant se transforme en fossile? Quelles sont les conditions de fossilisation? D'accord. Alors la fossilisation, c'est le processus qui nous permet d'avoir ou de transformer les traces d'un être vivant ou le corps d'un être vivant en un fossile. Ça s'appelle la fossilisation. C'est l'ensemble des étapes qui permet à la transformation d'un être vivant ou de la trace d'un être vivant en un fossile. D'accord. Il y a des conditions, d'accord, parce que l'être vivant ou l'organisme est formé, l'organisme vivant est constitué de deux matières organiques. Ce qu'on appelle les parties molles, avec ou sans squelette minéral, parce qu'il y a des êtres vivants qui ne sont composés que d'une partie molle, comme par exemple les vers de terre, les méduses, aussi les bactéries. Elles sont formées seulement d'une partie molle. Et il y a des êtres vivants qui sont formés des deux parties molles et dures. Alors, même s'il y a des exceptions, bien sûr, on peut dire que les parties molles ont un très faible potentiel de fossilisation, alors qu'au contraire, les parties dures d'un animal ont un grand potentiel, en général un bon potentiel de fossilisation. D'accord? On peut bien conserver les parties solides et dures d'un être vivant que les parties molles qui ont un faible potentiel de fossilisation, parce qu'ils se dégradent rapidement, les parties molles. Par exemple, un ver de terre, quand il meurt, il va se dégrader facilement, rapidement. C'est difficile de transformer le corps molle, ou le corps mou d'un être vivant en un fossile. Mais ça se fait. Ça se fait, il y a des conditions pour que les parties molles d'un être vivant se transforment en fossile. Mais généralement, les parties qui se conservent facilement et se transforment en fossiles, ce sont les parties solides et les parties dures, minéralisées, comme les os. D'accord? Comme les os. Alors, les organismes ne possèdent pas tous un squelette minéral. Donc, certains ne sont constitués que de parties molles, comme par exemple la plupart des végétaux, les vers de terre, les méduses et toutes les bactéries. De manière générale, le squelette des organismes est composé soit de carbonate de calcium, qu'on appelle le calcite ou le calcaire, comme la plupart des coquillages, soit de silice, comme plusieurs éponges, et certains planctons, comme par exemple les radiolaires. Ce sont des planctons que leur corps est formé de silice. Soit de chitine. De chitine, c'est une protéine, comme par exemple les insectes, d'accord? Ou il y a des animaux qui possèdent une autre matière
comme par exemple le phosphate, hein, ce qui forme, qui forme les os des mammifères, bien sûr qui inclut les nôtres aussi. Alors, on va déterminer quelles sont les conditions de la fossilisation des parties molles. Donc, les parties molles sont très difficiles de se conserver parce que le potentiel est faible, ce qui implique que la représentation des organismes sans squelette minéral dans les archives géologiques, que sont les couches sédimentaires, et leur contenu est très infime. Et très infime par rapport à la représentation des organismes à squelette minéralisé. Ceci est une limitation certaine sur notre capacité à comprendre la vie ancienne. Donc c'est difficile de comprendre la vie ancienne, surtout avant le Cambrien, parce qu'il n'y avait que des êtres vivants qui possédaient un corps mou ou un corps molle. Hein, donc c'est difficile de conserver les traces ou le corps d'un être vivant avec un corps molle, d'accord, avec des parties molles. C'est pour cela qu'on a des difficultés pour avoir des connaissances bien précises sur l'histoire de notre vie ou l'histoire de la vie sur Terre. Alors on va voir quelles sont les étapes de la fossilisation. On a pris le cas ici de l'ammonite. Donc l'ammonite qui est un céphalopode qui vivait dans la mer. Donc la première étape, donc l'animal meurt. Donc après la mort, elle va tomber au fond marin, au fond de l'océan. Après, il va y avoir le dépôt, la deuxième étape. Donc après que l'animal meurt, elle se dépose au fond marin. Et après, il y a le dépôt des sédiments. Hein, ce forme de couches qui vont se précipiter, se sédimenter, se déposer sur le cadavre, on peut dire. Le cadavre ou la coquille de l'être vivant. Alors, ce dépôt, il va enterrer la coquille, d'accord? Elle va se trouver à l'intérieur des sédiments. Et quand les roches subissent la diagenèse et se transforment en roches solides, une gaine autour de la coquille va se former, ce qui va entraîner la transformation de l'animal en fossile. D'accord? Ça, c'est pour l'ammonite. Alors, la même chose ici, nous avons pris l'exemple de trilobite qui est un arthropode. Alors, la trilobite, donc les parties molles, elles vont se décomposer rapidement parce que le potentiel de fossilisation est très faible. Donc, quand quand l'animal meurt, les parties molles vont se dégrader rapidement, la peau et la chair, et le reste va être recouvert de la carapace par les sédiments. Le reste de l'animal va se recouvrer par les sédiments qui se transforment en roche après la diagenèse. Et après l'érosion, il va y avoir l'affleurement du fossile et le trilobite fossile est dégagé. Donc on trouve le fossile à la surface après affleurement. D'accord? Alors, maintenant on va passer aux conditions de fossilisation. Donc la fossilisation, elle exige des conditions d'enfouissement et de conservation particulières. On va voir pour les empreintes des êtres vivants. Alors pour garder des empreintes, il faut un remplissage immédiat. Juste après que l'animal laisse ses empreintes, il faut que ces empreintes se remplissent immédiatement par une couche de sédiments très fin, par des cendres volcaniques, par du calcaire, par de la glace, des couches de sédiments qui sont très fins, d'accord? Pour les restes d'organismes, après la mort de l'être vivant, son dépôt et son recouvrement très rapide pour ne pas donner le temps à la dégradation du cadavre. Parce que si le cadavre ne s'enterre pas rapidement, il va se dégrader rapidement. Donc on ne va pas voir un fossile, on ne va pas voir le processus de fossilisation. Donc pour que l'être vivant se transforme en fossile, il faut qu'il s'enterre rapidement et s'enfuit rapidement dans le sédiment. Après la mort, il va être enterré et recouvert par des sédiments. Et pour ne pas avoir la dégradation par les bactéries, par les micro-organismes qui ne vont pas dégrader son organisme. D'accord? Alors, quels sont les modes de la fossilisation? Donc, soit on va conserver tout l'animal, donc soit on va appeler conservation complète au total. C'est le cas de l'inclusion dans la glace, quand on a trouvé le mammouth. Le mammouth laineux, on a découvert avec son sang dans la glace de Sibérie. Donc ça, c'est une conservation complète. On a conservé tout l'animal, avec même son sang, avec toutes les parties de l'animal. Elle est intacte, hein, comme elle est encore vivante.
comme il vient de mourir. Ça s'appelle une inclusion, une conservation totale. Soit par inclusion dans la glace, soit par inclusion dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est avec AMBR. L'ombre, c'est la résine, c'est la substance résineuse qui est sécrétée par certains arbres et qui peut conserver les insectes. Parce que les insectes, s'ils meurent, s'ils sont attrapés par la résine, ils meurent à l'intérieur. Après, la résine va se fossiliser et ben, les insectes aussi vont rester intacts à l'intérieur de la résine. Ils ne vont pas se dégrader parce que les bactéries ne peuvent pas se développer dans la résine. Donc, on va avoir un animal tout entier, intact, dans la résine conservée. Aussi, soit dans la résine, dans l'ombre, soit dans l'huile. Aussi, donc on peut conserver l'être vivant complet dans de l'huile. Donc, on a trouvé des bactéries qui sont conservées dans du pétrole et qui datent des millions d'années. Donc, on a trouvé des bactéries qui datent des millions d'années et qui sont conservées dans l'huile. Donc, il y a généralement trois cas de conservation là. Soit on appelle la perminéralisation des parties molles. C'est la meilleure façon de fossiliser les parties molles, ce qu'on appelle la perminéralisation. Il s'agit d'une transformation de la matière organique en une substance minérale rapidement. Une transformation qui doit se faire très tôt, juste après la mort de l'organisme et qui produit une réplique, c'est-à-dire une réplique de 3D, 3 dimensions des parties molles. Et la phosphatisation des parties molles conserve les moindres détails de ces parties. Et aussi, une autre façon de conserver les parties molles d'un organisme est d'enfouir ce dernier dans la glace. C'est comme le cas de mammouth, d'accord? Donc, il y a le mammouth fossile de Sibérie, c'est l'enfouissement, l'inclusion dans la glace, soit l'inclusion dans l'ombre ou dans l'huile, d'accord? Soit la conservation partielle. C'est la plupart du temps, on n'obtient qu'une conservation partielle de l'être vivant. On va conserver soit le squelette, soit les dents, soit le carapace, etc. Donc, seules les parties dures de l'être vivant qui sont conservées. Donc, les parties molles vont se dégrader rapidement. On conserve les empreintes, par exemple, empreintes de feuilles de fougère qu'on a vues au début. Donc, ce sont des empreintes qui se sont conservées. Soit des traces d'activité biologique, par exemple, des traces de pas de mammifères, de dinosaures, traces de plusieurs mammifères. On peut les conserver dans des roches sédimentaires si elles sont bien sûr enfuies et remplies rapidement par des sédiments très fins. Soit le moulage de la face interne ou de la face externe, c'est le cas des coquillages, de lamellibranches, aussi des céphalopodes à coquilles externes qui se sont conservés sous forme d'un moulage de la face de la face interne ou de la face externe pour le cas des lamellibranches, les bivalves. C'est bon. Alors, le rôle des fossiles dans la détermination des milieux de dépôt des roches sédimentaires, on va le voir prochainement. D'accord? Merci.